Et voilà, le problème est posé. C'est une histoire à trois pôles. Deux mères et encore un père. Et l'enfant finit par choisir la porte de secours. On va s'en remettre au juge. Eh bien, nous avons un juge avec nous ce soir. Et j'aimerais lui poser la question que tout le monde se pose. Lorsqu'on est magistrat, lorsqu'une question semblable surgit, monsieur le juge, comment la tranche-t-on? Dans ce cas-là, quelle décision seriez-vous porté à prendre? Je crois que la première approche que doit avoir le juge n'est pas de trancher, mais d'écouter longuement ce que les gens ont à lui dire pour éclairer la décision qu'un jour il sera appelé à prendre à la lumière de la loi. Je vous dirais une chose, c'est que cette loi, notamment le nouveau code de la famille, lui fait une obligation d'entendre les parents nourriciers avant de prendre toutes les décisions importantes. C'est dire que cette loi est un guide pour le juge plus qu'un carcan. Et puisque ce soir on parlera aussi d'adoption, il ne faut pas oublier que le juge a désormais la possibilité aussi, lorsque les parents ne se sont pas suffisamment souciés d'un enfant, de le donner même sans leur avis en adoption. C'est dire que les possibilités sont larges et qu'il doit beaucoup écouter avant de prendre sa décision. Monsieur le juge, lorsque vous avez assisté à cette pièce, vous vivez le drame que vivent tous les spectateurs qui devraient prendre cette décision. Dans le cas particulier, qu'est-ce que vous décideriez? Pouvez-vous donner une réponse? Je donnerai peut-être tout à l'heure une réponse. Je pense que les liens qui se sont créés au point de vue affectif sont essentiels et fondamentaux. Et c'est ça probablement qui est la structure, la base essentielle de notre droit de la famille. C'est le bien de l'enfant, ce qui lui est favorable, ce qui lui est positif, ce qui est profond pour lui. Le malheur veut que très souvent, les personnes qui viennent à nous présentent la réalité sous le prisme, souvent déformant, de leur conception même du bonheur pour l'enfant et non pas vraiment en faveur de cet enfant. Est-ce qu'on écoute l'enfant? Je pense qu'il est très délicat de mettre l'enfant en jeu et en scène et de lui faire prendre, lui, la décision, parce qu'alors là, toutes sortes de forces peuvent s'exercer, toutes sortes, disons, de pressions peuvent s'exercer sur l'enfant, et qu'il faut des gens vraiment très capables et très doués pour savoir quelle est la profonde volonté de l'enfant. Mais le juge entend-il l'enfant? Et à partir de quel âge? Disons rarement, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, et c'est plutôt l'exception qu'il entende directement l'enfant en raison des forces qui ont pu le mouvoir au moment. Tu diras au juge ceci, mais tu n'oublieras pas quand tu seras entendu par lui qu'il y a cela, qu'il y a ceci. Et je pense que malheureusement, ce genre de contact peut être difficile et n'est pas profondément vécu. Pourquoi? Il s'entourera peut-être davantage de la vie des gens qui ont vu l'enfant vivre. Donc on travaillera sur rapport. Il peut y avoir un risque, je ne vous le fais pas dire. Monsieur le juge, l'enfant, à la fin de la pièce, le petit Christophe, dit « Papa, emmène-moi », ils sont devenus dingues. Il choisit de suivre son père. Est-ce que le père de sang qui a reconnu l'enfant a des droits vis-à-vis d'un enfant? Je pense que ce n'est pas parce qu'on a reconnu un enfant qu'on a des droits fondamentaux sur lui. Surtout lorsque les deux parents ne vivent pas ensemble, il est difficile de donner à deux parents, le père et la mère, l'autorité, parce qu'ils se la partageront nécessairement et fatalement mal. Voilà la raison pour laquelle on ne donne pas au père des droits sur l'enfant. Vous avez dit, monsieur le juge se prononce puisqu'il ne peut pas entendre l'enfant qui reste pris dans un contexte passionnel. Il s'en remet à des rapports. Qui établit ces rapports? Les assistants sociaux? C'est une des sources les plus essentielles. Les tuteurs? Des tuteurs, des assistants sociaux, voire des psychologues. Bien, certains contestent l'intervention du psychologue. Monsieur l'avocat du diable s'énerve. Je m'énerve. Quand on entend d'abord le juge avec plein de bon sens et plein d'humanité, on pourrait croire que tout est bleu ciel. Je sors maintenant de votre régie. Vous avez appelé des téléphones, vous allez demander aux téléspectateurs de donner leurs sentiments. C'est une avalanche de téléphones. Et il y a une rage au bout de ces téléphones qui m'a bouleversé. Des dizaines et des dizaines de gens qui se plaignent de l'inhumanité de la justice. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir M. Kempf en face d'eux. Ils ont eu des gens anonymes. C'est des moments atroces que je viens de vivre maintenant. Et à propos de justice, vous avez un témoin dans cette salle. C'est Mme Beuglen. Madame Beuglen. Elle peut nous parler de la justice. Madame Beuglen.
Ah, vous avez le micro, Madame Beuglen. Vous avez écrit un livre et dans votre livre, vous parlez assez sévèrement de vos contacts avec la justice. Ne rouvrons pas le dossier, le cas particulier. Restons bien sur le plan général. Avez-vous à vous plaindre des institutions, d'une certaine manière? D'abord, je suis très heureuse d'entendre M. Kemp qui dit des choses très agréables à entendre, très différentes dans la pratique. Mais enfin, c'est peut-être pas pareil chez lui. Je veux bien le croire. Il dit par contre qu'il ne saurait entendre directement un enfant parce que l'enfant subit des influences. Moi, je voudrais simplement lui répondre que quand on élève un enfant, on essaye pendant des années, vainement, de lui dire « lave-toi les mains avant de passer à table, ferme la bouche en mangeant, mouche-toi », etc. Et apparemment, notre influence est quand même minime, puisqu'on le répète pendant tant de temps. Alors comment voudrait-on, en quelques minutes, avant qu'un enfant aille trouver un juge ou un assistant social, convaincre cet enfant de dire ce qu'il devrait dire ou ce qu'on voudrait qu'il dise? Les choses, à votre avis, se seraient-elles mieux passées pour vous si on avait entendu l'enfant qui vous était confié, Liva? Il n'a jamais été entendu. Et que pensez-vous des rapports qui ont été établis? Complètement fumeux. C'est à peu près aussi fumeux que votre histoire. Je vois l'avocat du diable qui saute sur sa chaise parce que je sais... Oui, Madame Beuglen fait état du brouillard. Mais tout à l'heure, au précédent débat, c'est vrai, j'ai un peu apostrophé les assistants sociaux, vous avez cherché à les identifier, j'ai l'impression qu'ils se cachent. On est parfaitement conscient qu'ils ont un métier difficile, mais il faudrait quand même qu'ils disent un peu ce qu'ils font. Où sont les assistants sociaux dans ce studio? Y a-t-il des mains qui se lèvent? Ah, voilà. Ah, on attend vos réponses. Que pensez-vous? Qu'avez-vous à répondre aux critiques qui sont formulées? J'aimerais répondre d'abord à Madame Beuglen qui disait tout à l'heure que la pièce était complètement fumeuse ou farfelue. Je pense que les scènes qu'on a vues tout à l'heure ont été poussées à l'extrême, c'est tout à fait clair, mais en fait c'est assez ce qui se passe en pratique. C'est que chacun, les parents de sang veulent bien sûr garder les contacts avec les enfants et certains parents d'accueil sont vite angoissés, font des bévues, commettent des impairs. Je crois qu'on ne peut faire aucun reproche ni à l'un ni à l'autre, simplement qu'il faut dire que c'est des situations toujours dramatiques pour l'une des parties comme pour l'autre. Éprouvez-vous un sentiment d'impuissance en tant qu'assistante sociale dans ces drames? Effectivement, dans ces drames-là. Alors, quand vous posiez la question au juge, qu'auriez-vous fait dans cette situation-là, c'est un peu pareil quand on doit faire le lendemain d'une démarche pareille une enquête, par exemple, quand on nous envoie dans la semaine qui suit, dans les 3 jours qui suivent, entendre l'enfant pour savoir ce qui s'est passé ou entendre les parents d'accueil ou les parents de sang, moi je dirais d'abord, laissons se tasser. Laissons les gens reprendre leur calme, attendons une quinzaine de jours, toujours patience, que tout le monde puisse revivre chez soi un moment et non pas intervenir le lendemain. Et puis d'autre part, je dirais une chose, quand on entend un enfant, personnellement, je ne l'entends jamais qu'une seule fois, je l'entends plusieurs fois. Madame, vous avez réagi très fort. Le micro, vous... Attendez une seconde, le micro. Oui, je voudrais dire que je ne sais pas qui a écrit le scénario de cette pièce, mais en tout cas, c'est à décourager les parents d'accueil. Parce que moi, qui suis mère nourricière depuis 13 ans, à peu près, eh bien, je trouve ça scandaleux. Ça m'a beaucoup frappée. Je voudrais dire ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, que je ne voudrais pas décourager les mères qui veulent placer leur enfant et que nous ne sommes pas tous aussi butés, aussi, si on veut dire... possessifs. Et puis, on a quand même... il y a quand même la possibilité de s'arranger mieux que comme ça a été fait dans cette pièce. Enfin, c'est tout ce que je voudrais dire. Alors qu'il est bien clair qu'on ne peut pas généraliser. Et je suis contente que Madame fasse cette intervention parce qu'il est clair que tous les placements en famille d'accueil ne se passent pas comme ça, et heureusement. Mais il y a des situations exactement, et je pense qu'ici, il y a certainement des mères de familles d'accueil, des mères d'accueil qui ont vécu une telle situation. Madame. Nous, on prend la parole, je ne pense pas du tout. J'ai une maman là qui peut être témoin. Toutes les familles d'accueil ne travaillent pas dans ce sens-là. Vous êtes mère d'accueil, vous-même? Je suis mère d'accueil. Combien d'enfants? 5 enfants placés. Et on collabore avec les parents, avec les assistants sociaux. On ne peut pas travailler chacun de son côté. Et là, je crois que j'ai un bon exemple d'une maman qui peut en parler. Madame.
Oui, j'ai placé mes enfants une année, ils étaient très bien, et ils retournent volontiers. Et c'est des gens qui étaient très bien, il n'y a jamais eu de problème. Monsieur. Oui, je voudrais apporter mon témoignage sur un cas que nous avons vécu dans notre famille, ma femme et moi-même, concernant notre petit-fils qui nous a été confié à l'âge de 8 mois. Nous avons eu cet enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et demi chez nous, sans interruption. Et pendant ces 7 ans et demi, évidemment, bon, il faut dire ce qui est, il y avait mésentente entre la mère qui, à un moment donné, s'est mise à réclamer son enfant et nous-mêmes. Et alors, je voudrais quand même là insister sur le fait qu'avant de parler de déplacement d'un enfant, qu'on devrait essayer par tous les moyens de rétablir entre la famille nourricière et le parent de sang qui réclame son enfant des relations un peu normales. Estimez-vous, monsieur, que dans votre cas, la justice et les institutions n'ont pas bien fonctionné? Absolument pas, absolument pas. Vous êtes révolté contre elles? Nous avons eu affaire à des fonctionnaires, je dis le terme tel qu'il est, des fonctionnaires incompétents et irresponsables qui ont pris des décisions aberrantes. Y a-t-il ici des gens qui sont fonctionnaires et qui travaillent dans cette branche? Madame. Je ne sais pas si je peux répondre exactement à l'intervention de monsieur, je ne connais pas... Vous êtes assistante sociale? Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais simplement relever la chose suivante, c'est que aussi bien la discussion qui a lieu maintenant que la pièce que nous avons vue met en relief les deux problèmes absolument fondamentaux qui sont ceux du placement nourricier. C'est d'une part celui de l'attachement à l'enfant des parents nourriciers pour l'enfant et de l'enfant pour les parents nourriciers, et de la rivalité qui immanquablement peut surgir entre les deux familles. C'est un problème qui se rencontre extrêmement souvent et je crois qu'il faut le connaître, il faut le savoir, il faut pouvoir travailler dessus. L'autre problème qui est mis en relief, c'est celui des systèmes de valeurs éducatives qui sont transmises, et c'est clair qu'une famille qui donne son enfant à une famille d'accueil ne va pas trouver forcément une famille qui va être exactement la même qu'elle-même, et que ce qui va être transmis à l'enfant ne va pas forcément correspondre. Et c'est là que les divergences peuvent surgir. Il peut se faire aussi qu'une mère nourricière ne puisse pas se défendre, d'être acquise en quelque sorte par une tendresse pour l'enfant. Elle est dépassée par les événements. C'est justement ça le paradoxe, c'est que la mère nourricière doit obligatoirement aimer cet enfant qu'elle va accueillir, car c'est la condition de ses progrès. Sans amour, l'enfant ne va pas progresser. J'ai vu là des mains qui se lèvent. Monsieur, madame, c'est madame. Oui, moi je voulais revenir sur ce que disait madame qui est Parlez bien fort, je vous en prie. Madame qui est assistante sociale tout à l'heure. Elle disait que dans certains cas, il vaut mieux attendre que les choses se tassent. Dans mon cas, j'ai dû attendre justement dans un foyer où j'étais avec des enfants de 7, 8 ans, alors que j'en avais bientôt 14. Et c'était très pénible pour moi. Bon, les assistants sociaux, là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça, faisaient des rapports tous les jours sur notre comportement, sur nous, quoi. Disons qu'un jour, je suis tombée par hasard sur un dossier que j'ai ouvert et j'ai trouvé ça assez révoltant, quoi. C'était... Je sais pas, ça m'a fait très mal. Monsieur? Oui, j'aimerais quand même un peu répondre à toutes les attaques qui sont portées depuis un certain temps contre les assistants sociaux, les services placeurs. Il ne faut pas oublier une chose, que, bon, il existe deux sortes de placements, le placement institutionnel, le placement dans les familles. Il est bien clair, je crois, et je pense que pas mal de gens seront de la même opinion que la mienne, c'est que les assistants sociaux, les services placeurs aimeraient bien pouvoir placer plus d'enfants dans des familles dans un cadre qui soit beaucoup plus apte finalement à leur porter une certaine affection. Mais le problème qui se pose précisément, c'est qu'on a de la difficulté à trouver des familles qui veulent bien prendre des enfants, qui souvent posent des problèmes. Il faut bien aussi en être conscient. Ne sont pas toujours des enfants qui sont très faciles, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, soit parce que les parents ne s'en sont pas occupés correctement, ils ont été abandonnés, etc. Donc, très souvent,
les services placeurs sont placés devant l'alternative, la famille ou le placement institutionnel, et ils doivent choisir. Alors, pour ne pas faire trop de dégâts dans certains cas, on préfère le placement institutionnel qui n'est pas tout à fait peut-être l'idéal. Si Êtes-vous responsable vous-même de ce genre d'opération, monsieur? Je suis, disons, oui, responsable de ce genre d'opération. Vous êtes assistant social ou... En tant que tuteur professionnel, officiel ou général, selon les termes qu'on veut bien employer. Et effectivement, je crois que les familles qui prennent des enfants sont souvent toujours les mêmes. Je pense dans l'assistance ici, il y a pas mal de familles nourricières. On a entendu tout à l'heure une dame qui parlait qu'elle avait pris 5 enfants. Il y en a certainement d'autres dans la salle qui ont pris plusieurs enfants. Et ce sont toujours les mêmes qui veulent se dévouer pour prendre des enfants. Et il n'est pas facile de trouver les familles, c'est ça, dire. Madame. C'est un problème important. On parle de familles qui accueillent plusieurs enfants et on parlait tout à l'heure de mettre ces familles, qu'il fallait les préparer. Pour notre part, nous avons depuis bientôt 2 ans une enfant de 10 ans et c'est la seule enfant que nous ayons. Nous n'avons pas d'enfant à nous et je trouve qu'on ne nous a pas suffisamment mis en garde contre le fait que c'était difficile et je pense que ça devait crever les yeux, quoi, que un jeune couple qui prend un enfant attend beaucoup de cet enfant et on aurait dû, il me semble, plus nous dire qu'il ne fallait pas attendre parce qu'on attend maintenant depuis 2 ans et rien ne vient et c'est très décourageant. Surtout que c'est un placement qui a été fait par l'Office des mineurs. On sait que cet enfant est placé chez nous jusqu'à sa majorité. Et on voit l'avenir plutôt en noir parce qu'on se dit que cet enfant ne s'est encore pas du tout attaché à nous. Elle idéalise beaucoup ses parents. Et on ne voit vraiment pas très bien comment on pourra s'en sortir. Vous vivez l'inverse du cas qu'on a vu dans la pièce. Voilà. En fait. Je trouve que il y a ici des personnes du quart-monde. J'aimerais recueillir aussi leur opinion. Il faut relever une phrase importante qui a été dite dans la première partie du débat, c'est « on m'a pris mes enfants ». Car ce sont des milliers de familles qui vivent cette situation en Suisse. Alors je suis donc permanente du mouvement ATD Quart-Monde et je représente ces familles, les familles du Quart-Monde, qui sont les familles les plus pauvres qui vivent chez nous. Et depuis des générations déjà, leurs grands-mères, leurs mères sont toujours battues pour pouvoir vivre en famille. Et pour éviter qu'on leur retire leurs enfants. Ou quand on leur retirait, elles se battaient pour les ravoir. Et c'est ça qu'il faut absolument voir chez ces familles-là. Et c'est souvent pas écrit dans les dossiers, c'est pas souvent ce qu'on sait sur elles. Et parce que c'est le drame qui est vécu quand on est pauvre dans nos pays, c'est qu'on ne remet pas tous les moyens pour que la famille puisse vivre ensemble. Souvent dans nos pays, une famille pauvre, on la coupe et on est chacun de son côté, un peu moins pauvre, mais plus malheureux souvent. Le placement institutionnel est vécu comme une punition et une sanction de la misère, si je vous comprends bien. C'est ça. Oui. Et que par les enfants même comme une punition, un déchirement. C'est-à-dire que le drame, souvent, c'est que les enfants sont complètement écartés de leur milieu et comme on n'a pas un regard digne sur la misère, sur les familles qui la vivent, souvent on a un regard où ces familles-là, on les rend coupables de leur situation. Donc ces enfants vivent qu'ils ne peuvent plus apprendre à respecter leurs propres parents et leur milieu. Voici donc des enfants écartelés entre 2 mères. Vite encore, la réponse, il faut que nous abordions le thème. Comme vous l'avez vu, mon cas est un peu spécial. Je me suis trouvée dans l'obligation de placer mes enfants. Donc, je n'avais pas les possibilités matérielles de les garder avec moi. Ayant 5 enfants, il a fallu les placer. Et mon devoir était, en somme, de travailler pour les élever. Il y a déjà une lacune que je voudrais relever. Il semble que, du point de vue social, il y aurait quelque chose à faire pour donner les possibilités à une mère d'élever elle-même ses enfants dans un cas comme celui que j'ai vécu. Deuxièmement, on a beaucoup critiqué les assistants sociaux. Je pense qu'il s'agit là aussi d'une question plutôt personnelle. Il y a des personnes très compétentes, d'autres ne le sont pas, il faut le reconnaître. Troisièmement, on a souvent attaqué un tuteur. Eh bien, pour mon cas personnel, après 10 ans de séparation de mon mari, j'ai eu l'occasion de me remarier. Et c'est le tuteur lui-même qui a demandé, qui a insisté pour que je demande une révision du jugement de divorce, puisqu'au jugement, ni l'un ni l'autre n'avait la puissance paternelle. La puissance paternelle avait été confiée au tuteur général. Toutes les décisions qui ont été prises vis-à-vis de mes enfants ont été prises en accord avec le tuteur et moi-même. Et je peux dire que c'est lui-même qui a demandé la révision du jugement
disant que j'étais digne d'avoir officiellement, c'était plutôt une récompense, un titre honorifique, parce que je l'avais réellement, Voilà effectué. Un témoignage positif vis-à-vis des institutions. Voilà. Une main se lève. Je voulais juste ajouter encore à propos des assistants sociaux qui doivent placer les enfants. On leur reproche de ne pas préparer les placements, de ne pas avoir assez de contact avec les familles nourricières. Je voulais juste relever, avant on a dit que le nombre des familles nourricières était de 600 sur Genève à peu près, et que pour connaître et garder le contact avec ces 600 familles, il y a 5 assistants sociaux sur le canton. Alors je ne vois pas comment toutes les familles peuvent être... tous les enfants, toutes les familles nourricières, toutes les familles placeuses peuvent être connues et bien avoir un bon contact avec les assistants 120 sociaux. familles pour une assistante sociale, c'est beaucoup. La question est posée tout de même dans ce débat. Il faut que nous avancions maintenant et que nous abordions le cap de l'adoption. Et le problème qui se pose en définitive, lorsque le placement se fait, et qu'il se fait bien, et qu'il se fait même parfois trop bien, de ce conflit affectif entre la mère nourricière et la mère de sang. On peut se poser la question donc de savoir si la coupure entre la mère de sang et la mère d'accueil n'est finalement pas la bonne solution. Nous avons ici une personne qui va nous donner un témoignage anonyme. Elle est masquée. Madame, vous avez donné votre enfant à adopter. J'aimerais que vous nous disiez en quelques phrases ce qui s'est passé. Il s'est passé que je ne pouvais pas assumer l'éducation de cet enfant, que j'ai opté pour la solution de l'adoption parce que je voulais lui réserver toutes ses chances. J'ai absolument pas fait cas de mes propres sentiments. À quel moment avez-vous pris la décision, madame? Dès l'instant où j'ai appris que j'attendais un enfant, je l'ai appris très tardivement. J'avais à peine 2 mois pour faire le point de la situation. Disons que j'ai vécu les 6 premiers mois complets de cette grossesse sans du tout savoir. C'était un cas tout à fait que je portais un exceptionnel, enfant. évidemment. 2 mois pour décider. Vous avez choisi délibérément de ne pas être une mère célibataire. Absolument, oui, parce que je trouvais que je devais mettre toutes les chances du côté du bébé. Et heureusement, j'ai été très très bien entourée, très bien conseillée. Et là, je peux facilement redorer un petit peu le blason du rôle des assistantes sociales avec lesquelles je me suis entretenue. Et en tout cas, encore maintenant, disons, j'ai des contacts indirects, bien sûr, mais périodiques, ce qui fait que la coupure n'est pas du tout dramatique. Je suis pleinement rassurée. Et vraiment, pour moi, c'est une expérience sur le plan humain qui a énormément compté. Disons, j'ai découvert tout le domaine de l'adoption sous un aspect très, très favorable. Madame, à aucun instant de votre vie, après l'accouchement, vous n'avez eu envie de garder cet enfant? Vous n'avez rien Non. ressenti à l'égard de cet enfant? Disons que je voulais absolument pas aborder la question sous cet angle-là. Ce qui était important pour moi, c'était l'avenir de l'enfant. Un point, c'est tout. Pourquoi apportez-vous ce témoignage, madame? Bien, parce que au travers de l'expérience, disons, que j'ai vécue, j'ai tiré une conclusion, en tout cas très très valable, dans le sens que si je suis certaine que si j'avais appris lors des premières semaines de ma grossesse que j'étais enceinte, j'aurais très probablement recouru à l'adoption, du fait que je ne me sentais pas du tout le gabarit d'assumer moi-même l'éducation d'un enfant. Donc, en prenant conscience que je pouvais faire ce cadeau, un cadeau magnifique dans un certain sens, à un couple qui serait peut-être privé de cette joie pendant toute sa vie, j'estimais que c'était là une récompense fantastique. J'aimerais entendre une mère adoptive. Madame. Alors, je remercie cette maman qui vient de parler. C'est effectivement dans l'abandon. Les 3 dernières lettres sont le don. Et c'est vrai, madame, que vous faites un très beau cadeau.
Parce que moi-même, j'avais 2 filles et j'ai adopté 2 garçons, des jumeaux. Et je vous assure que le lien du sang dont on a tant parlé dans le film sont dépassés par les liens d'amour. Ça, c'est sûr. Parce que moi-même, j'ai donc 2 sortes d'enfants, mes enfants à moi et des enfants adoptés. Et je puis vous assurer que je les aime tout autant. Et que la fibre maternelle vibre autant pour ceux-là que pour les miens. Je voudrais poser encore une question à madame. Est-ce que vous témoignez aussi en pensant aux jeunes mères qui ne peuvent pas assumer l'idée d'être mère célibataire pour les encourager à garder leur enfant et à le donner à l'adoption? Absolument. Disons que moi, je suis peut-être chanceuse d'un certain côté, du fait que j'ai eu une grossesse extrêmement facile, que j'ai très bien menée jusqu'au bout, disons sans problème de santé aucun. Mais je pense que si quelqu'un se trouve dans la même situation où je l'étais et qui ne désire pas passer par un avortement, c'est absolument la solution la plus merveilleuse dans un certain sens. C'est comme ça que je le vois, disons. Bon, c'est clair que j'ai eu, de nouveau, je le répète, j'ai vraiment eu affaire à des personnes compétentes, compréhensives, très chaleureuses. Et ça, c'était vraiment indispensable pour surmonter cette épreuve, quoi. Enfin, moi, je ne peux pas utiliser le terme d'épreuve, mais ça peut l'être pour certaines personnes, probablement. Lorsqu'on parle d'adopter un enfant, il faut se poser la question de savoir à quel âge on va l'adopter. Là, il s'agit là dans le cas d'un nouveau-né, mais on peut aussi adopter des enfants qui sont plus âgés. Et il y a derrière l'une de nos caméras un collègue. Il est là-bas. Il a lui-même adopté 2 enfants. Alors on va le débaucher, si j'ose dire, quelques instants. J'aimerais que vous nous disiez, Richard, dans quelles conditions vous avez adopté 2 enfants? C'est-à-dire que quand on a eu les possibilités matérielles d'avoir un enfant avec mon épouse, on s'est jugé un peu trop vieux pour fabriquer un petit bébé soi-même. Et en tenant compte du fait qu'il n'y avait pas passablement d'enfants à adopter déjà d'un certain âge, on en a adopté qui avaient à l'époque 9 ans et 6 ans, 2 frères, dans l'optique de leur donner des parents d'un âge correspondant. C'était un cas assez unique, je crois, quand ça s'est produit. Je pense. Est-ce que c'est difficile d'adopter des enfants qui ont déjà un caractère, une éducation, un passé? Oui, parce qu'en fait, leur bagage, il n'est pas nécessairement positif. Ils ont eu des tas de problèmes dans l'existence. Ils cherchent une identité. Alors, il faut leur donner une identité qui corresponde un peu à notre vue, mais sans pour autant détruire leur personnalité, qui existe quand même. C'est pas facile, comme me disait madame, des fois on sent un manque d'affection, parce qu'effectivement, mais en fait c'est pas pour ça qu'on les adopte non plus, c'est pour essayer de leur apporter une période heureuse dans leur existence. Parce que généralement, celles qu'ils ont eues avant, ça n'a pas été merveilleux. Vous avez adopté 2 enfants d'un coup, pourquoi 2? Ça s'est trouvé ainsi, pas... Au départ, le chiffre 2 n'était pas inscrit dans notre tête, mais... Il s'est trouvé qu'il y avait 2 frères qui étaient libres. Bon, on a le cœur gros. Quand il y a à manger pour 2, il y a à manger pour 3, pour 4, pour 5. Et les choses se passent bien. Ça s'est passé il y a combien d'années? Ça fait 5 ans. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Ces enfants ne parlaient pas votre langue? Pas du tout en plus. D'où venaient-ils? D'Allemagne. Et maintenant, ça va bien. La langue, par exemple, le plus âgé qui est au cycle, il est dans les bons en français. Ce qui n'est pas trop délicat, en fait. Moi, je pense que c'est un problème, il faut s'effacer nous-mêmes nos propres sentiments. Il faut essayer de ne pas être des parents, il faut essayer, c'est un rôle un peu mitigé entre le copain, le grand frère... Mais je ne pense pas qu'il faut égoïstement penser à son propre plaisir. Est-ce qu'il y a une coupure complète avec leurs parents de sang? Oui, total. En tout cas, à ce qu'il me semble. Et c'est vous qui l'avez voulu ou Non, on n'en a jamais parlé, ils n'en ont jamais parlé. Et intentionnellement, vous n'en parlez pas? S'ils m'en parlent, on en parlera peut-être, mais en fait, je ne vois pas la nécessité de remuer ce qui peut-être leur fait pas du tout plaisir à remuer. Quand j'ai vu la joie qu'ils ont eue en ayant des papiers suisses avec un nom qui n'était pas le leur, je me suis aperçu qu'en fait, ils étaient assez contents de changer de peau. J'aimerais entendre... Ah,
Madame, attendez, je vous prie une seconde, le micro vous rejoint. On vous rend votre caméra, Richard, merci. Mon mari et moi sommes des parents adoptifs, à peu près dans un cas similaire comme monsieur. Nous avons adopté notre aînée qui est derrière nous quand elle avait 8 ans et 9 mois, avec sa sœur cadette qui avait à l'époque 4 ans. Donc, d'une part, un enfant plus âgé, d'autre part, 2 enfants ensemble. Et je pense ce qui effraie beaucoup de personnes, l'adoption dite tardive d'un enfant n'a rien d'extraordinaire, mais je pense que ce qui est très délicat au début, c'est que les parents doivent être extrêmement disponibles en cœur d'abord et d'esprit, de façon à bien apprendre à connaître à l'enfant, l'observer énormément, au fond, pour nous adapter à sa personnalité, au passé qu'il a vécu, le laisser s'exprimer sur ce passé s'il en a envie ou non, de façon à ce que nous puissions lui apporter un maximum pour lui. Mais vraiment, ce n'est pas plus difficile qu'avec la cadette qui avait 4 ans et le petit dernier que nous avons depuis 2 ans et demi et qui a depuis 2 mois et demi, je veux dire, et qui a 3 ans actuellement. Vous avez donc adopté 3 enfants. 3 enfants, oui. Madame. Moi, j'ai tout fait pour avoir des enfants, je n'ai pas pu en avoir. Je me suis adressée à M. Kaiser, que je vois là-bas. Et la fille se trouve là, derrière. Alors j'ai adopté une fille et un garçon. Donc là, vous avez choisi une adoption interraciale. Auriez-vous souhaité trouver un enfant en Suisse? Mais j'ai trouvé. Le garçon est suisse et la fille est tunisienne. Les choses se passent bien. Et très bien. On entend parfois... Oui. Monsieur. Oui, moi je voudrais dire aussi qu'on est à peu près dans le même cas que madame et monsieur là-bas. Mais nous, alors, ça a été un peu tout à fait spécial puisqu'on en a eu 3 en même temps. Voilà, donc, bon, je ne veux pas vous dire de la nationalité des enfants, mais ça fait 8 ans qu'on était en piste donc, dans certaines associations, que ce soit, bon, je ne veux pas citer de nom, mais il y a eu donc, certaines associations qui nous ont reçus un peu très mal. Bon, je ne veux pas citer, comme je le répète. Vous ne pouviez pas avoir d'enfants, monsieur? Comment? Vous ne pouviez pas avoir d'enfants? On ne pouvait pas avoir d'enfants puisque on était mariés depuis 69 et on a fait tous les tests, on a suivi J'étais chez des médecins, puis finalement, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais on ne pensait pas en avoir 3, puisque... et donc, ça faisait 8 ans qu'on cherchait, puis on a pu trouver donc, à une place. Et un beau jour, il y a notre téléphone qui nous annonçait qu'on pouvait adopter un enfant. Puis après, ça a été 3. Mais je comprends très bien, puisque c'est des enfants qui sont frères et sœurs. Puis, bon, c'est plutôt maintenant qu'on comprend pourquoi ils n'ont pas voulu séparer les enfants. Madame. Monsieur attendez que le micro vous rejoigne. Merci. Je rejoins ce que monsieur a dit et puis un peu les autres parents. Nous-mêmes, nous avons accueilli 4 enfants, dont 3 frères et 10 mois après une petite sœur. Nous avions un petit bébé à ce moment-là, enfin un enfant qui était cardiaque et je ne pouvais pas en avoir d'autres. On s'est adressé au service officiel qui nous ont dit... Enfin, quand il sera mort, hein, on va pas traumatiser, on verra, on va pas traumatiser des enfants avec avec un enfant qui est cardiaque, qui avait un magnifique sourire, qui évolue bien, enfin, à son rythme, mais. Alors, vous avez été heurté par ce propos, profondément. Oui, heurté, mais pas trop étonné quand même. Et parce que c'est une réponse qu'on a reçue pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Donc, et cet enfant, malgré tout, nous nous sommes débrouillés par nous-mêmes. Et puis, on a rencontré des gens qui ont dit, mais puisque vous êtes capable de vous occuper de cet enfant, vous êtes donc capable de vous occuper d'autres enfants. Et il s'est trouvé justement 3 frères qui étaient grands, qui était estimé il y a 4, 6 et 8 ans à ce moment-là, mais l'aîné, on avait bien 2, 3 de plus, hein, donc qui était déjà grand. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ce petit bébé a apporté à ses 3 frères. Cet accueil entre les enfants, cette compréhension qu'il peut y avoir, alors que souvent on objecte, c'est pas possible que si vous avez déjà des enfants, d'accueillir d'autres enfants. Et alors que je dirais,
presque au contraire, parce que les enfants entre eux se comprennent. Et c'est quelque chose de formidable. Et on avait demandé d'accueillir une autre petite fille. Et on a 4 enfants et 4 grands-enfants qu'on a accueillis. Et c'est merveilleux. Pensez-vous, Monsieur Kayser, je vous pose la question puisqu'on a signalé que vous étiez là, qu'il est préférable de placer un enfant, de le faire adopter par une famille qui a déjà des enfants ou par une famille, par un couple qui souhaite avoir des enfants et ne peut pas en avoir? Une importance, ça dépend des êtres. C'est la rencontre il n'y a absolument aucun préjugé de ce genre-là. Alors, pour rejoindre madame, là, je revois une photographie d'une famille de Terre des Hommes où il y a 2 enfants, soi-disant exotiques, et au milieu d'eux, un enfant malade mental qui est leur frère, et ceux qui peuvent s'apporter mutuellement, tous ces 3, rentrent exactement dans ce qu'on vient d'entendre de cette dame. Alors, quant à l'âge des enfants, on a évoqué tout à l'heure petit, grand, moyen, 7 ans, 8 ans. Alors, je ne suis pas là du tout en tant que le nom que vous avez dit, mais en tant que père adoptif, précisément. Alors, j'ai adopté un enfant dit noir qui avait 7 ans. Il n'a jamais eu aucune sorte de problème. Alors, on peut dire que pour avoir eu un passé douloureux, il l'avait. Et néanmoins, tout dépend de... Je sais pas. Il n'y a aucun problème. Alors, tout à l'heure, au début, quand vous avez présenté l'émission, vous parliez du problème, quoi qu'on dise, de l'adoption. Il n'y a pas de problème, quoi qu'on dise, il n'y a pas de problème et l'adoption n'existe pas. Que pensez-vous du titre « L'enfant des autres » en tant que père adoptif? Un mauvais titre. Je tiens à préciser que le titre s'applique à la pièce et que la pièce couvre essentiellement le sujet de l'enfant placé dans une famille d'accueil. Alors, puisqu'on parle de placer dans une famille d'accueil, il y a un petit mot tout à l'heure. Quant à la solution finale de l'enfant, dans le cas de Mme Beuglen ou d'autres, on est quand même finalement ramené à l'arbitraire du juge. Il y a des juges sages et gentils comme celui de tout à l'heure, et puis des juges fous. Il n'empêche pas que la loi protège aussi les juges fous, au point que des êtres doivent s'enfuir pour que justice un jour soit faite par des juges moins fous. Madame. Pour revenir sur le titre de l'émission L'enfant des autres, j'ai eu un témoignage juste avant de venir à la télévision d'une dame qui a été recueillie à l'âge de 7 mois par une famille à la suite d'un accident de son père et de sa mère. Cette personne me disait « Je reconnais volontiers l'entourage, l'affection que j'ai reçue dans cette famille d'accueil, mais j'ai quand même toujours été frustrée de ne pas pouvoir porter le même nom que les membres de cette famille d'accueil. » Et elle me disait quand même, toute ma vie, maintenant je suis mère de famille, mais toute ma vie, je me suis posé la question, comment est-ce qu'aurait été ma destinée avec mon papa et ma maman, si j'avais eu des frères et des sœurs. Elle me disait quand même que pour elle, c'était une souffrance d'avoir été accueillie, bien que très entourée. Un jeune homme. Oui, bon, on parle beaucoup de la vie des parents, des parents qui adoptent. Nous allions venir aux enfants. Et moi, j'aimerais bien justement savoir ce que les enfants, les adoptés ressentent et ce qu'ils pensent. Vous-même, monsieur. J'aimerais bien savoir. Oui. Quelle est votre situation? Eh bien, moi, j'ai une sœur adoptive, donc. Et c'est ma sœur. Et j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes. Oui, elle est juste à côté de moi, là. Vous êtes frère et sœur depuis combien d'années? Depuis toujours. Et j'aimerais bien entendre la sœur aussi. Voilà. Dans quelles conditions êtes-vous venue là? Moi, je pense qu'on parle le contact avec les familles, mais il y a aussi la société qui joue beaucoup. Hein. Parce qu'on dit, ouais, comment va être le contact avec nos parents qui ne sont pas vraiment nos parents, mais par adoption. Mais il y a la société, je vois beaucoup, il y a le racisme. Si vous voulez, ça peut nous rappeler beaucoup de choses. Les gens n'acceptent pas tellement. Je sais pas, ils nous font ressortir qu'en fait, par exemple en Suisse, moi j'ai vécu des choses assez... On nous rejette un petit peu. Alors, je sais pas, ça peut nous faire sentir aussi des choses. Monsieur. À propos, elle est tout près de moi. Je ne suis pas d'accord de l'adoption des enfants que c'est des racines de leur pays.
Et pourquoi? À parler en profitant son mot de la société. Ma première intervention était aussi une critique à la société. La société devrait se préoccuper beaucoup plus d'aider à ses parents qui sont obligés de faire adopter leur enfant parce que leur milieu ne leur permet pas de le savoir, même si elle la veut. Madame, tout à l'heure, a reçu le mérite d'avoir ses enfants après des X années quand elle a eu les moyens financiers de s'en occuper. Pourquoi la société ne l'a pas donné, ne l'a pas aidé à elle? Deuxième chose, je voudrais dire que les enfants adoptés déracinés d'un pays et qui viennent en Suisse, par exemple, je sais des cas des familles qui sont adoptées des enfants de mon pays. Je ne suis pas d'accord parce que Terre des Sombres, par exemple, ou les organismes qui s'occupent de tout ça, devraient s'occuper de trouver des familles dans leur pays et rester dans leur pays. À propos du racisme qu'il a dit, on est tellement habitué à voir ça en Suisse qu'on ne s'aperçoit même pas. La preuve, c'est permis A, permis B, permis C, frontalier. Bon, il y a des réactions. Alors, ici. Répondre à la question de monsieur. Justement, j'ai été recueillie en Suisse dans une famille à l'âge de 13 ans, je précise bien, à 13 ans. Donc j'étais très grande, j'avais déjà ma propre personnalité et tout. Et je suis arrivée en Suisse, là, comme ça. D'où veniez-vous? Du Vietnam. Et justement, j'ai été recueillie dans une famille où ils ont déjà 2 enfants, et de grands enfants. Donc une fille, elle avait 10 ans à l'époque. Et j'étais très bien intégrée. Et c'est justement ces 2 grands enfants que je considère presque comme mon frère et ma sœur. Presque? Oui, disons que parce que j'étais bien grande déjà quand je suis arrivée. Et ce que j'admire, ces enfants, c'est qu'ils partagent tout sans jalousie. Par contre, de ma part, vis-à-vis d'eux, oui. J'étais jalouse. Nous avons ici le témoignage d'un frère qui a totalement adopté sa sœur, oui. Et de la sœur qui dit que si ce frère l'a adopté, la société ne l'a pas adopté. Oui, est-ce que vous avez vécu ce racisme? Oui, justement, je voudrais répondre aussi à ça. Non, moi, pour ma part, pas du tout. Rien, absolument rien. Et pourtant, on dit que le Valais à ton pays vraiment a trop d'idées, mais c'est pas vrai. Absolument pas. Je n'ai jamais rien ressenti à quoi que ce soit. Et pourtant, j'habite vraiment dans un tout petit village qui est Savièse, je vous assure. Et je suis très bien acceptée par tout le monde. Et je crois que ça a aussi un effort de soi-même. Si on arrive dans un pays quelconque, on devrait aller vers les autres. Alors, une personne en bleu devant vous, rapidement, et nous passerons de ce côté. Je voudrais protester contre ce terme de racisme qui a été employé tout à l'heure. Je ne crois pas que le Suisse soit raciste et je suis bien placée pour en parler. En tout cas, nous n'avons jamais subi quoi que ce soit en ce sens. Et mon fils vit depuis, il faut que je fasse le calcul, plus de 13 ans ici. Il n'est différent de personne. Si quelqu'un a utilisé ce terme, c'était les œuvres sociales ou les assistants les psychologues. Dans votre bouche, Hilda Böglen, ce témoignage est précieux. Mais je trouve très important, parce que le racisme, ce n'est pas seulement une chose blanche, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays et dans toutes les races. Et il ne faut pas toujours accentuer chez nous. La dame en rouge. Qu'est-ce que c'est des racines quand on n'a rien à manger et qu'on a comme avenir pour une petite fille d'être prostituée et pour un petit garçon d'être voleur à la tire? Je suis mère de 2 enfants adoptifs et je suis vice-présidente de l'association en faveur de l'adoption internationale. Et alors, au point de vue des racines, j'aimerais bien savoir ce que c'est quand on n'a rien comme avenir. Je vois ici, en haut, oui. Oui, alors moi je ne suis pas adoptée, mais je suis en Suisse depuis ma plus petite enfance et placée dans une famille suisse. Vous êtes d'origine chinoise? Et d'origine chinoise, oui. Alors je suis, disons, d'accord avec la demoiselle qui a un frère qui l'aime bien. Il n'y a pas de problème au niveau de la famille. Et je pense que pour moi, il n'y a pas de problème parce qu'il y a toujours un très bon accord entre ma famille et la famille qui m'a accueillie. Il y a un problème, je pense, quand même au niveau de la société. Parce que, disons, j'ai vécu toute ma vie, mais je suis quand même différente. Et depuis ma petite enfance, on me fait sentir, disons, le regard des autres me fait sentir comme différente. Alors, ça pose un problème, mais je ne pense pas que ça rend un enfant malheureux. C'est un problème qu'on assume et, disons, on fait sa personnalité en fonction de ce problème-là. C'est-à-dire que d'abord, je me suis sentie un peu isolée, un peu exclue parce que différente. Et puis, j'ai pris l'habitude d'être différente et je suis moi-même. Voilà. Donc,
peut-être pas déraciné, peut-être légèrement déraciné, mais pas de racisme, dans votre cas. Vous n'avez pas été victime du racisme. Je pense qu'il y a du racisme, oui. Quand même. Oui. Edmond Kayser, une seconde, le micro doit vous rejoindre. Il arrive, il arrive. Voilà. C'est un petit mot au monsieur prophète là-bas. Si Terre des Hommes serait bien inspiré d'aller dans les pays pour trouver des parents adoptifs dans ces pays, monsieur le prophète serait bien inspiré de s'engager demain comme bénévole à Terre des Hommes pour partir dans ces pays, en Inde, au Bangladesh. Vous permettez? Oui, vous parlez toujours, on peut parler aussi, au Liban, en Colombie, au Brésil, et vous trouverez des familles adoptives qui n'existent pas pour adopter des centaines de milliers d'enfants. Alors avant de parler, de prophétiser, il faut savoir. D'accord, je peux vous répondre. Je dis Terre des Hommes par exemple, parce que c'est Terre des Hommes qui s'occupait de cette adoption que je connais. Bon, bref, je vais répondre à monsieur et à madame qui a parlé de rien à manger. Je parlais dans n'importe quel pays d'Amérique du Sud où je viens, il y a aussi des autres familles qui ne meurent pas de faim et qui aussi demandent d'adopter des enfants. Pourquoi on ne leur donne pas de préférence à ces enfants de leur pays, admettons la Colombie par exemple? Aussi, il y a des familles en Colombie qui demandent d'adopter des enfants. Mais je me pose la question, pourquoi Terre des Hommes, qui travaille en Europe, je ne sais pas la frontière qu'il a, Terre des Hommes, par exemple, je voudrais bien m'intégrer et apprendre, parce que je voudrais bien apprendre ce que vous me dites. Volontiers, je participerai. Et alors, je voudrais dire, s'il y a des familles qui veulent adopter là-bas, pourquoi ne se donnent pas des préférences? Qui va vous répondre. Alors, à Bruno, à vous. Vous m'avez pris le micro, Edmond Kayser. À vous, Bruno. Vous êtes... Alors, une seconde, le micro vous rejoint. Pour un exemple précis en Colombie... Veuillez vous situer peut-être d'abord. Alors, Terre des Hommes. Donc. Terre des Hommes. Pour un exemple précis en Colombie, mais il y a des centaines de milliers d'exemples effectivement dans l'ensemble du monde. Sur place, quand une solution peut être trouvée, c'est évidemment la priorité à donner partout. Mais il se trouve aussi souvent que sur place, les enfants adoptés, les enfants qui sont adoptés à partir d'un orphelinat sur place, sont des enfants relativement sains. Il va rester un certain nombre d'enfants qui ont un handicap physique, qui ont une peau un petit peu trop foncée, qui ont un pied beau ou qui ont un bec de lièvre et qui ne vont jamais être adoptés. Ces enfants-là, Terre des Hommes leur donne une chance qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur pays et qu'ils ont ici en Suisse. C'est la moindre des choses. Edmond Kayser, un mot, disiez-vous? Oui, pour vous répondre toujours sur l'Amérique latine, monsieur. Au Brésil, par exemple, les enfants blancs et bien blancs sont adoptés. Quant aux enfants dits de couleur ou noirs, là encore, vous êtes attendus comme volontaires pères, si ça vous amuse de les adopter parce qu'ils ne le sont jamais. Des mains là, tendues là-haut. Donc, je pense que si on prend la décision, le couple prend la décision d'adopter des enfants, c'est premièrement par amour, c'est pas pour une question de couleur de peau, premièrement. Deuxièmement, moi nous avons adopté des enfants, nous trois. Mais je vous jure que les 3 premiers mois qui sont été chez nous, j'habite dans un petit village dans le Jura, eh bien, je vous jure qu'on a dû arrêter les frais, si je peux m'exprimer, parce que tous les jours, c'était pire qu'un restaurant chez nous. On venait voir et on ne peut pas s'imaginer ce que ces enfants ont été gâtés. Alors, ça ne correspond pas très bien à ce que monsieur a dit là-bas. Hein. Je crois qu'on le fait par amour. On le fait pas par amour. Eh bien, Madame, je tiens à dire que je m'occupe de 6 enfants placés. Donc, ce n'est pas tout à fait le même problème, mais ceci pour parler du racisme. Ces enfants placés, à part le petit dernier qui est algérien, sont blancs. Et je peux vous assurer que dans notre village et dans les amis et la famille que nous avons, très souvent, on trouve les mêmes problèmes. Ces enfants sont placés, donc ils ont un statut différent et on trouve le même sentiment qu'ils ne sont pas acceptés par une certaine population, certains maîtres d'école ou certains amis. Donc, vous voyez, pour consoler les gens qui ne sont pas de même couleur. Une seconde. Venons tout à l'heure là-bas. Monsieur? Ouais, je voulais juste répondre par rapport aux racistes. Je crois que ça vient... Moi, j'ai jamais vu, en tout cas à Genève, ça fait 18 ans que je suis là. Ça vient surtout du caractère des enfants. Avez-vous été adopté, monsieur? Oui. Oui, depuis tout petit. Et puis, par exemple, je veux dire que c'est par 2 parents qui sont blonds. Donc, il n'y a jamais eu de problème non plus de ce côté-là, puisqu'on parle souvent que chaque fois que les enfants se promènent avec leurs parents, s'ils ont une différence de couleur, les parents peuvent être soit incommodés par les questions ou comme ça. Et puis, point de vue, quand le monsieur parle d'un déracinement, je crois que je suis mieux ici que d'être resté en Inde.
Est-ce que vous avez quelques renseignements sur votre passé indien? Non, puis ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, une forêt de main. Le monsieur en gris. Du racisme, alors j'aimerais quand même dire que le racisme existe en Suisse, c'est une chose absolument indéniable. Ça n'existe pas seulement en Suisse, ça existe partout sur la Terre. C'est un sentiment naturel qu'on a vis-à-vis des gens qui nous sont étrangers, d'avoir une certaine méfiance, et en particulier s'ils se diffèrent davantage. Alors je pense que c'est notre rôle de parent adoptif, je suis donc père adoptif de 2 enfants colombiens, c'est notre rôle de les préparer à ça, de leur présenter leur couleur comme une qualité qu'ils ont, d'être différents des autres et de ne pas ressembler aux autres, et de les préparer comme ça. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de racisme. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de racisme, c'est qu'ils sont suffisamment forts pour ne pas souffrir de ce racisme en Suisse. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour maîtriser leur sentiment de racisme et se retenir d'avoir des attitudes particulières vis-à-vis des gens qui ont une autre couleur de peau. Un mot du monsieur qui est devant vous. Oui, en ma qualité de président d'une association de parents qui défendons l'adoption internationale, je regrette un petit peu que ce soir, le thème de l'adoption découle exclusivement sur un problème racisme, racine, déracinement. Je regrette un petit peu parce qu'il me semble que l'adoption, c'est autre chose. C'est une rencontre de 2 êtres différents, d'une famille d'accueil qui reçoit un enfant, d'un enfant qui trouve enfin une famille. Je crois que l'adoption va beaucoup plus loin. Et je pense qu'il y a une question de préparation et il faut absolument que les parents soient préparés à recevoir un enfant, que ce soit un enfant blond, que ce soit un enfant de couleur. Quand vous en fabriquez un, vous êtes préparé? Madame, voulez-vous? Quand on fait un enfant, est-ce que vous êtes préparé à le faire? Moi, j'ai choisi avec mon mari, enfin, nous avons choisi délibérément d'adopter plutôt que de faire des enfants. Parce que nous estimons, comme monsieur dit, peut-être que c'est pas normal que les enfants meurent chez eux. Mais est-ce que moi, je vais arriver à transformer ces gouvernements pourris du monde entier? J'arrive pas. Tout ce que j'ai pu faire à mon niveau, j'ai 2 enfants coréennes qui sont ici. Et quand on leur dit quelque chose à l'école au point de vue raciste, on les traite de sales françaises. On les traite pas de sales coréennes. Donc, je crois que l'intégration est quand même assez bien faite. Hein. Alors, dire qu'il faut préparer les parents adoptifs, hein, quand vous fabriquez un enfant, vous n'êtes pas préparé. Vous le prenez et vous vous débrouillez avec. Et si vous l'aimez, vous en sortez. Mes enfants, je crois qu'elles ne sont pas à plaindre si elles veulent parler. Je ne sais pas si elles le veulent. Hein. J'en ai eu une à 18 mois, une à 6 ans. Et j'estime que je crois que ce n'est pas si mal réussi pour le moment. Écoutez, madame, je vois là un bras qui se décroche à force de se tendre. J'aimerais beaucoup écouter ce témoignage. Je suis vietnamienne, puis j'ai été adoptée à 2 ans et demi par des parents suisses. Puis j'ai eu la grande chance d'être choisie. Et puis je suis très heureuse en Suisse, mais mon plus grand rêve que je voudrais réaliser plus tard, c'est de retourner au Vietnam. Et puis, je parle en quelque sorte de retrouver, peut-être pas où je suis née, mais l'orphelinat. Puis les gens peut-être qui m'ont accueilli, ça c'est mon plus grand rêve que je voudrais réaliser. Est-ce que vous en parlez avec vos parents? Plusieurs fois, j'en parle. Pardon, madame. Si elle était restée au Vietnam, elle serait morte. Enfin, mon aînée, quand elle a été recueillie, était primo-infection déclarée squelettique. Est-ce que vous croyez que cette fille gosse a été déracinée? Il ne faut pas confondre déracinement, il faut pas confondre déracinement et recherche de l'origine, ce qui est tout à fait différent. Et moi, mes filles, je leur donne tout ce qu'elles font. Attendez le micro, madame, attendez le micro. Monsieur. Et je suis tout à fait d'accord avec madame. Jamais je dis non, 100%. Je dis d'abord chercher dans leur pays. Parce que je ne suis pas là non plus de laisser mourir une petite fille morte de faim parce qu'il n'y a aucune solution. La dernière solution, bien sûr, je suis tout à fait d'accord comme dernière solution. Mais d'abord, ce que j'ai voulu exprimer, c'est d'abord chercher dans leur pays d'origine. S'il n'y a pas une solution, on va à les extrêmes parce qu'il y a cas et cas. C'est ça que je voulais dire. Je n'étais pas contre 100%. Et en plus, les origines de l'enfant, des moments qui sont déracinés, je voulais dire quelque chose que la petite a dit. Sont toujours, et cette envie de retourner à ce qui rêve, sont un petit rêve qui peut-être l'on va connaître
il va dire, bon, je retourne en Suisse un jour, mais je n'ai jamais été contre 100% qu'il ne faut pas le faire. Enfin, une distinction se fait entre le déracinement et la curiosité sur ses origines. Guy Ackerman, attention. Il ne faut pas laisser les adultes discuter de ça. Ils se disputent, c'est vilain. C'est horrible. Vous avez remarqué, la seule chose rafraîchissante, c'est les enfants qui parlent ici. Les enfants, c'est le bien de l'enfant. Les adultes, ils en parlent comme des marchands. C'est épouvantable. Madame. Je suis une maman adoptive de 4 enfants. De 4 enfants de 3 pays différents. Ça n'a jamais posé de problème de racisme, ni entre eux, ni avec les gens du village où on habite. Et puis, ils seraient tous heureux, et j'espère pouvoir leur offrir de retourner un jour dans leur pays. Et s'ils pouvaient y retourner pour ramener quelque chose qu'ils ont appris ici et qu'on a essayé de leur donner, la boucle serait bouclée et tout le monde serait peut-être heureux. Je crois qu'on s'écarte totalement du sujet en ce moment. On s'écarte totalement parce qu'on est ici pour un problème de placement, d'adoption et on termine en racisme et autres. On n'est pas du tout dans le sujet. L'adoption interraciale pose ce problème. Oui, mais enfin, maintenant, on ne parle plus tellement d'adoption. On parle des races qui se situent dans les familles. Nous parlons d'adoption interraciale, je crois, et c'est un sujet extrêmement brûlant. Il n'y a plus d'enfants à adopter chez nous. Aussi va-t-on les chercher ailleurs? Monsieur. Nous, les parents adoptifs, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des gens heureux et je pense qu'on est tous heureux. Mais ce soir où j'ai été frappé, où j'ai été vraiment touché, c'est par ces familles nourricières. J'ai pris une petite Tunisienne, une Coréenne, et Terre des Hommes avait besoin de prendre, pendant une petite période de 3 mois, des enfants qui avaient été opérés des cœurs ouverts. J'ai pris chez moi 3 mois un petit Tunisien, il est parti à l'avion, ça m'a arraché le cœur. 3 mois seulement. Et je me mets à la place de ces parents nourriciers qui ont gardé pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans. Et je me suis toujours dit que c'est des gens merveilleux parce qu'arriver à faire la part des choses, ça doit être quelque chose de terrible. Je voudrais soutenir ce que vient de dire monsieur. J'ai moi-même été assistant social dans un service de placement. J'ai connu de nombreuses familles qui ont accueilli des enfants. Et je crois que si l'on parle des droits des parents naturels, droits que je comprends, il y a aussi des devoirs que ces parents naturels ont envers leurs enfants. Et ce soir, on n'en a pas parlé et je le regrette. Parce que je connais 2 cas, on a parlé d'argent ce soir, ça m'a gêné. Je connais 2 familles qui ont accueilli des enfants. Une famille pendant 15 ans, cette famille n'a pas voulu venir ce soir parce qu'elle se gênait, elle estimait que son témoignage ne serait peut-être pas suffisamment bon. Mais je crois que ces gens ont élevé pendant 15 ans 2 frères et ces 2 enfants ont été élevés d'une manière merveilleuse malgré de gros problèmes. Et je connais une autre famille qui a élevé un enfant qui est aussi toujours chez eux depuis 21 ans. Sans l'adopter. Sans l'adopter, mais à la demande du jeune homme, lorsqu'il avait 19 ans, nous avons pu faire un changement de nom, ce qui veut dire qu'il porte le nom de sa famille nourricière. Ce qui prouve que les frontières d'un sujet sont très floues. Voilà. Un témoignage. La mère a signé, madame, la mère a signé, elle a donné son consentement au changement de nom, parce que... Je crois qu'il fallait voir l'intérêt de l'enfant dans le cas présent. Madame, rapidement. Oui, moi, on a aussi voulu faire la même chose. Madame, voulez-vous s'il vous plaît regarder la caméra? Merci. Oui. On a voulu aussi que je signe pour faire changer le nom de ma première fille. On m'a fait dire qu'elle avait le diabète et tout. J'en avais peur quand j'étais devant elle, je tremblais. Hein. Et puis depuis 12 ans, 13 ans, on m'a donné